La pluie martelait la vitre de l'entrée. À l'intérieur du clair de lune, le lustre en cristal renvoyait une lumière ambrée sur les tables en acajou. Des cadres d'entreprise riaient bruyamment. Des verres de vin résonnaient. Le son d'un jazz délicat emplissait l'air, parfumé par des crus chers et des eaux de Cologne importées. Dans le coin le plus sombre de la salle, un homme tremblait. Ses vêtements étaient dégoulinants. Une barbe de plusieurs jours lui mangeait le visage. Ses mains, sales, aux ongles noircis et aux doigts gonflés par le froid, étaient crispées. Il était recroquevillé sur la chaise, tentant visiblement de se faire oublier. L'eau s'écoulait de sa chevelure en bataille, formant une flaque sur le marbre immaculé du sol. « Regardez-moi ça! Regardez le clochard qui est entré ici !» La remarque sarcastique d'un client déchira l'ambiance feutrée. Des éclats de rire fusèrent d'une table voisine. L'homme ne réagit pas. Il se serra simplement les bras autour du corps, essayant vainement de stopper ses tremblements. Ses lèvres étaient bleutées, ses yeux rougis par la fatigue et le froid intense. Une serveuse passa, portant un plateau. Elle le vit. Elle détourna rapidement le regard et accéléra. Un autre serveur fit de même, tournant la tête avec dégoût. Un troisième chuchota quelque chose à son collègue et ils ricanèrent. Personne ne s'approchait, personne ne demandait s'il avait besoin d'aide. Il était transparent, ou pire, un désagrément qui venait ternir l'esthétique soignée de l'endroit. « Marc, on a un individu qui n'a rien à faire ici !» Le cri venait du barman, un homme au gilet sans défaut qui pointait le coin comme on signale une ordure mal placée. Le gérant sortit de la cuisine, costume gris, cravate impeccable, visage fermé. Marc Leroy avait l'air de celui qui est habitué à régler les situations délicates avec une efficacité redoutable. Il traversa la salle à grandes enjambées, les yeux fixés sur l'homme mouillé. « Vous avez 30 secondes pour déguerpir d'ici, ou j'appelle les forces de l'ordre. » Sa voix était basse, mais coupante comme une lame. L'homme leva lentement les yeux. Il ne dit rien. Il regarda juste Marc avec une expression vide, épuisée. « Ne me forcez pas à me répéter. » Marc croisa les bras. C'est à ce moment qu'elle s'approcha. Héloïse Dumas tenait un plateau vide. Ses yeux sombres étaient rivés sur la scène. Elle s'arrêta à côté de Marc, la respiration haletante, les doigts serrant le bord du plateau jusqu'à en blanchir les jointures. « Marc, il veut juste retourner à votre travail, Héloïse. Il a juste besoin de se réchauffer. Il pleut des cordes dehors. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd. Des clients se retournèrent. Le jazz continuait, mais il semblait désormais hors de propos. Marc se tourna lentement vers Héloïse. « Vous voulez perdre votre emploi pour un mendiant ?» Elle déglutit. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme dans le coin, et quelque chose dans ce regard la poussa à prendre une décision qui allait tout bouleverser. 3 semaines avant cette nuit pluvieuse, Alexandre Lefebvre se réveilla dans un lit king-size vide. L'appartement en attique dominait toute la ville, des gratte-ciels scintillants, des ponts suspendus, le fleuve qui traversait la métropole comme une artère d'argent. Il possédait tout cela, ou du moins, il le croyait. Le divorce avait été prononcé le vendredi précédent. 14 ans de mariage, dissous en 40 minutes d'audience glaciale. Valérie avait empoché la moitié de tout, non pas par besoin, mais par droit. Elle avait juré s'être mariée par amour. Jusqu'à ce que l'amour s'éteigne, précisément lorsqu'elle avait rencontré Didier, l'associé d'Alexandre, l'homme qu'il considérait comme son frère. « Tu n'as jamais été vraiment là, Alexandre. C'est ce qu'elle lui avait lancé la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Tu n'as su que bâtir des entreprises, jamais une vie. » Peut-être avait-elle raison. Alexandre avait 45 ans et une fortune à 8 chiffres. Il était propriétaire de 12 bars et restaurants répartis sur 3 départements. Il employait plus de 300 personnes. Il faisait la une des magazines économiques, était cité lors de conférences d'entrepreneuriat, admiré par les jeunes qui rêvaient de suivre sa voie. Mais quand il se regardait dans le miroir, il ne voyait qu'un homme désespérément seul. La trahison n'était pas le pire. Le plus douloureux fut de découvrir que personne dans son entourage n'était sincère. Les amis qui fréquentèrent ces fêtes s'étaient volatilisés dès que le divorce avait été rendu public. Les associés qui juraient de fidélité avaient commencé à négocier dans son dos.
La famille, qui sollicitait constamment des prêts, avait cessé de répondre à ses appels lorsqu'il avait dit non pour la première fois. Alexandre passa des semaines enfermé dans son attique, relisant des contrats, analysant des tableurs, cherchant un sens dans des chiffres qui auraient dû rimer avec succès, mais ne reflétaient qu'un vide abyssal. Jusqu'à ce qu'un soir, en regardant un documentaire de psychologie sociale, il ait une illumination, une expérience. Qu'est-ce que les gens valorisent vraiment? Le caractère ou l'argent? Il voulait le savoir, non pas de manière abstraite, mais concrète. Il voulait voir de ses propres yeux comment les gens réagissaient lorsque vous n'aviez rien à offrir, quand vous étiez juste humain. À l'autre bout de la ville, Héloïse Dumas terminait sa deuxième vacation de la journée. Elle essuya la dernière table du bistrot où elle travaillait le matin, prit son sac usé et courut vers l'arrêt de bus. Elle avait exactement 23 minutes pour rejoindre le clair de lune où commençait son service du soir. Héloïse avait 32 ans et menait 2 existences parallèles. Dans la première, elle était la mère de Sophie, une fillette de 7 ans souffrant d'asthme chronique, ce qui exigeait des consultations mensuelles, des inhalateurs onéreux et des soins constants. Dans sa seconde vie, Héloïse était serveuse, femme de ménage, cuisinière, tout ce qui pouvait lui rapporter assez pour payer le petit 2 pièces où elles vivaient toutes les deux. Le père de Sophie s'était évanoui dans la nature avant que l'enfant n'atteigne l'âge d'1 an. Il n'avait laissé ni adresse ni pension alimentaire, rien qu'une facture d'électricité impayée et un vieux matelas. Héloïse avait élevé sa fille seule. Elle avait enchaîné 3 emplois en même temps pendant 5 ans avant de parvenir à une stabilité minimale. Maintenant, elle n'en avait que 2. Le clair de lune était le meilleur des 2. Il payait un peu au-dessus du marché et les clients laissaient de généreux pourboires, du moins quand ils étaient de bonne humeur. Héloïse tenait absolument à cet emploi. L'assurance maladie de Sophie en dépendait. Le loyer en dépendait. Tout en dépendait. Elle entra par la porte du personnel à 18 heures, se changea rapidement dans le vestiaire exigu qu'elle partageait avec 5 autres serveuses et attacha son tablier noir brodé du logo doré du bar. Elle se regarda dans le miroir taché, des cernes profonds, les cheveux serrés en un chignon qui dissimulait les pointes abîmées. Mais le sourire, celui-là, elle le pratiquait jusqu'à ce qu'il soit naturel. Tu dois sourire, Héloïse. Les clients ne veulent pas voir de visage fatigué. C'était la ritournelle de Marc. Marc Leroy était le gérant du clair de lune depuis 7 ans. Un homme de 38 ans, costume impeccable, cheveux gominés, un parfum qui valait plus que le salaire mensuel d'Héloïse. Il dirigeait l'établissement d'une main de fer, contrôlant les plannings, attribuant les tables, décidant qui restait et qui était mis à la porte. Héloïse le respectait professionnellement, mais ne l'aimait pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont Marc traitait certains clients, les riches, toujours avec une révérence exagérée, et certains employés, les plus vulnérables, toujours avec un mépris à peine dissimulé, qui la mettait profondément mal à l'aise. Mais elle ne disait jamais rien, elle ne pouvait pas prendre ce risque. Sophie avait besoin d'elle. Ce soir-là, 3 semaines après son divorce, Alexandre était assis dans le bureau de l'un de ses restaurants, examinant les rapports mensuels. Profit stable, dépenses maîtrisées, employés productifs. Tout fonctionnait comme une machine bien huilée, et il se sentait complètement étranger à tout cela. C'est alors qu'il vit le nom sur la liste du personnel du clair de lune. Héloïse Dumas, serveuse, 5 ans d'ancienneté, 0 avertissement, évaluation toujours élogieuse. Il ne la connaissait pas. Il ne connaissait jamais les employés de première ligne. Il déléguait cela au gérant, et soudain, cela le dérangea. Combien de Héloïse travaillaient pour lui sans qu'il ne les ait jamais remarqués? Combien de vies dépendaient de décisions qu'il prenait derrière un bureau en acajou sans jamais regarder dans les yeux ceux qui en subiraient les conséquences? Il ferma son ordinateur, prit son téléphone, appela le gérant du clair de lune. « Marc, je veux faire une visite surprise demain soir. »« Bien sûr, monsieur Lefebvre. Dois-je préparer quelque chose de spécial ?»« Non, je veux venir incognito. N'avertissez personne. » Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. « Incognito, monsieur ?»
Alexandre sourit pour la première fois depuis des semaines. « Fais-moi confiance. » Le lendemain, il ne se présenta pas comme Alexandre Lefebvre, l'homme d'affaires. Il vint comme Alexandre, l'homme ordinaire. De vieux vêtements achetés dans une friperie, barbe de quelques jours, de la saleté stratégiquement appliquée sur son visage et ses mains. Il voulait voir le monde de l'autre côté. Il voulait voir qui étaient réellement les gens quand il croyait que personne d'important ne les regardait. Et c'est ainsi que, par une nuit de pluie torrentielle, il pénétra dans son propre bar déguisé en mendiant, ignorant que cette décision changerait à jamais sa perception de l'humanité. La pluie commença à 7 heures du soir. Alexandre descendit du taxi, 2 pâtés de maison avant le clair de lune, paya en monnaie froissée et marcha dans le quartier qu'il avait lui-même contribué à rendre branché. Les vitrines brillaient. Les restaurants chics affichaient des menus en français. Des voitures de luxe se garaient en double file, tandis que les voituriers couraient dans tous les sens. Il portait un manteau délavé qui sentait l'humidité, un pantalon déchiré aux genoux, des baskets trouées qui laissaient entrer l'eau à chaque pas. Il s'était mis de la graisse dans les cheveux pour les rendre poisseux, frotté de la terre sur ses mains et son visage, laissé pousser sa barbe pendant 1 semaine. Il ressemblait exactement à ce qu'il voulait, quelqu'un que la société préférait ne pas voir. L'entrée du clair de lune se trouvait au rez-de-chaussée d'un immeuble art déco rénové. Luminaire doré portant verre fumé, tapis rouge sur le trottoir. 2 agents de sécurité en costume noir flanquaient l'entrée. Alexandre connaissait l'un d'eux. Pierre, embauché il y a 3 ans, père de 2 enfants, travailleur exemplaire selon les rapports. Il s'approcha. Pierre était en train de vérifier la liste des réservations sur sa tablette lorsqu'il remarqua l'approche. Il leva les yeux. Son expression changea instantanément, de professionnel à hostile. « Hé, stop !» La voix était sèche, sans appel. Alexandre s'arrêta à 2 mètres de la porte. « Je voulais juste... »« Vous ne voulez rien ici, dégagez. » L'autre agent, plus jeune, avait déjà la main sur sa radio. « Vous voulez que j'appelle la voiture, Pierre ?»« Pas encore. » Pierre fit 2 pas en avant, bloquant complètement la vue de la porte. « Écoutez, mon ami, ce n'est pas votre place. Il y a un refuge à 3 rues. Ils servent le dîner jusqu'à 20 heures. Allez-y. » Alexandre ravala la colère qui lui montait à la gorge. « Je ne veux pas manger, je veux juste entrer, et rien du tout. » Pierre croisa les bras. Il mesurait au moins 15 centimètres de plus qu'Alexandre et le double en largeur d'épaule. « Vous effrayez les clients. Sortez d'ici avant que je ne doive vous y forcer. » Les mots avaient le poids d'une menace physique. Alexandre recula d'1 pas, leva les mains en signe de paix et fit demi-tour. Il marcha jusqu'au coin de la rue, tandis que la pluie s'intensifiait. Attendu 5 minutes, puis contourna le pâté de maison. L'entrée de service se trouvait dans la ruelle latérale. Une porte en métal à la peinture écaillée, des poubelles empilées, l'odeur aigre des restes de nourriture, mêlée à l'eau de pluie. Un livreur sortit portant des cartons vides, laissant la porte entr'ouverte quelques secondes. Alexandre en profita pour se glisser à l'intérieur. Le couloir de service était étroit, mal éclairé, avec des murs carrelés de blanc taché. Il entendit des voix provenant de la cuisine, des plats qui s'entrechoquaient, quelqu'un criant « Commande prête !» le bourdonnement constant des extracteurs. Il se dirigea dans la direction opposée, traversa un lourd rideau de velours et émergea dans le salon principal. Le changement fut brutal. Lumière dorée, air conditionné parfumé, Mozart jouant discrètement sur les haut-parleurs encastrés. Tables en acajou avec des nappes blanches impeccables, des clients habillés comme s'ils sortaient d'un défilé de mode. Alexandre choisit une table dans le coin le plus éloigné, près de la fenêtre donnant sur la rue. Il s'assit lentement, sentant l'eau s'écouler de ses vêtements et former une flaque sur le marbre italien. Ses baskets trempées faisaient un bruit de succion à chaque mouvement. Il fallut moins de 30 secondes pour que les gens commencent à le remarquer. Une femme en robe bleue regarda dans sa direction, fronça le nez et se tourna rapidement vers son mari, chuchotant quelque chose. L'homme regarda aussi avec la même expression que l'on a devant quelque chose de répugnant. Ils se levèrent et changèrent de table. Un serveur passa portant un plateau de vin. Il vit Alexandre. Il détourna le regard si vite qu'il faillit trébucher. Il continua tout droit vers la cuisine sans s'arrêter.
Un autre serveur, plus jeune, s'approcha mais s'arrêta à 3 mètres de distance. « Excusez-moi, monsieur, mais avez-vous une réservation ?» Alexandre le regarda. Le garçon ne devait pas avoir plus de 22 ans. Il était visiblement mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Je n'ai pas de réservation, je veux juste m'asseoir un moment. Il pleut dehors. » Le serveur regarda derrière lui, cherchant de l'aide. « C'est que, eh bien, cet établissement a un code vestimentaire et... » Il ne termina pas la phrase. Il fit juste un geste vague en direction d'Alexandre, comme si les vêtements mouillés et sales parlaient d'eux-mêmes. « Je comprends. » Alexandre ne bougea pas. Le serveur resta paralysé quelques secondes de plus, puis courut pratiquement vers le comptoir. Alexandre le vit parler au barman, pointant discrètement. Le barman décrocha le téléphone interne. 2 minutes plus tard, Marc Leroy sortit de la porte menant au bureau administratif. Il traversa la salle avec l'assurance de celui qui est absolument certain d'avoir raison. Le costume gris était impeccable, la cravate parfaitement nouée, les cheveux tenus par assez de gel pour résister à une tempête. Il s'arrêta à côté de la table d'Alexandre et ne prit pas la peine de s'asseoir. « Vous avez 30 secondes pour déguerpir d'ici, ou j'appelle la police. » La voix était basse mais perçante. Maîtrisé, professionnel dans sa cruauté, Alexandre leva lentement les yeux. « Je ne fais rien de mal. Je suis juste assis. Vous dérangez notre clientèle. » Marc fit un geste subtil de la tête, indiquant les tables autour où plusieurs personnes regardaient discrètement dans leur direction. « Ceci est un établissement privé. J'ai le droit de refuser le service, et je le refuse. Levez-vous et partez. » « Et si je ne pars pas ?» Marc se pencha légèrement, baissant encore plus la voix. « Alors j'aurai le grand plaisir de vous voir traîner hors d'ici menotté. C'est votre choix. » Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Alexandre pouvait sentir les yeux de toute la salle fixés sur lui. Il entendait le jugement silencieux, la répulsion mal dissimulée. C'était exactement ce qu'il voulait tester, mais le ressentir dans sa chair était complètement différent de l'imaginer. C'est là qu'Héloïse Dumas apparut. Elle était à l'autre bout de la salle, débarrassant les assiettes d'une table qui venait de se vider. Alexandre la vit du coin de l'œil. Une femme d'une 30aine d'années, cheveux serrés en chignon, tablier noir, se déplaçant avec l'efficacité de celle qui a fait ce travail des milliers de fois. Elle s'arrêta, regarda dans leur direction, vit Marc debout, menaçant, vit l'homme mouillé sur la chaise, tremblant visiblement. Ses mains serrèrent le bord du plateau qu'elle tenait. Pendant un instant, Alexandre crut qu'elle allait simplement se retourner et partir, comme les autres l'avaient fait. C'était la chose sensée, la chose prudente. Mais alors elle commença à marcher vers eux. Marc était toujours concentré sur Alexandre et ne la vit pas approcher avant qu'elle ne soit pratiquement à ses côtés. « Marc !» Il se retourna, surpris. « Héloïse, retournez à votre travail. Il veut juste se réchauffer. » Sa voix était calme, mais il y avait en elle une fermeté qui ne correspondait pas à la précarité de sa situation. « Il pleut dehors. Et alors ?» Marc la fixa avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. « Ce n'est pas notre problème. C'est une personne. C'est un mendiant qui fait fuir nos clients. » Marc fit un pas vers elle, envahissant délibérément son espace personnel. « Et vous, si vous ne regagnez pas votre poste tout de suite, vous allez être une ancienne employée. » Héloïse ne recula pas. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexandre pendant une fraction de seconde, et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu chez quelqu'un depuis longtemps, une empathie sincère. Elle déposa le plateau sur une table voisine, et avant que quiconque ne puisse réagir, elle retira son propre blouson, qui était accroché au dossier de la chaise du barman, et le posa sur les épaules d'Alexandre. La salle entière s'immobilisa. Le blouson était fin, usé sur les bords, avec une rustine mal faite au coude gauche. Mais il était chaud. Héloïse le lui ajusta sur les épaules avec soin, comme si elle couvrait quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un d'important. Il va rester. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la résolution de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable. Marc resta figé pendant 3 secondes entières. Son visage passa du rouge de la colère au blanc de l'incrédulité. « Vous venez de signer votre licenciement ?»« Peut-être. »
Héloïse ne détourna pas le regard. « Mais au moins, je dormirai l'esprit tranquille ce soir. » Elle se tourna vers Alexandre. « Voulez-vous un café? Quelque chose à manger ?» Alexandre ne put répondre immédiatement. Il était en train de digérer ce qui venait de se passer. Une femme qui avait clairement besoin de cet emploi choisissait de tout risquer pour un étranger. Pas par obligation, pas dans l'espoir d'une récompense. Juste parce que c'était la bonne chose à faire. Je n'ai pas d'argent. Les mots sortirent d'une voix rauque. Je n'ai pas demandé d'argent. J'ai demandé si vous vouliez un café. Marc fit un pas en avant, mais s'arrêta lorsqu'il réalisa que la moitié de la salle observait, des clients avec des téléphones portables à la main. Certains étaient probablement déjà en train d'enregistrer. Ils ne pouvaient pas créer une scène plus grande sans risquer la réputation de l'établissement. Il fit donc la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là, battre en retraite stratégiquement. On en reparle plus tard, Héloïse. La menace était claire. Puis, il tourna les talons et retourna au bureau, le dos raide de rage contenue. Héloïse laissa échapper l'air qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit son carnet de commandes à sa ceinture. « Alors, un café, s'il vous plaît ?» Alexandre pouvait à peine la regarder sans ressentir un mélange inconfortable de culpabilité et d'admiration. « Je reviens tout de suite. » Elle disparut en direction de la cuisine. Alexandre resta seul à la table, enveloppé dans son blouson qui sentait le savon bon marché et le détergent. Autour, les autres clients reprirent lentement leur conversation, mais les regards furtifs persistaient. Il était un spectacle, une anomalie. Quelque chose qui n'avait pas sa place et que tout le monde voulait voir disparaître, mais que personne n'osait plus déloger maintenant qu'Héloïse avait pris sa défense publiquement. 3 minutes plus tard, elle revint avec un plateau. Café chaud dans une tasse en porcelaine, pas dans un gobelet jetable. Un grand sandwich au poulet, fraîchement préparé, avec des frites à côté. Une bouteille d'eau. Des serviettes en tissu pliées. Elle déposa tout sur la table, avec le même soin qu'elle aurait utilisé pour servir n'importe quel client payant. « Merci. » Alexandre regarda l'assiette. « Mais je ne peux pas accepter ça. Vous allez devoir payer de votre poche. » « C'est déjà fait. » Héloïse haussa les épaules comme si ce n'était rien. « Le sandwich est au prix coûtant pour le personnel. Le café, je l'ai emprunté. Et l'eau est gratuite de toute façon. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi faites-vous cela ?» Héloïse tira la chaise de l'autre côté de la table et s'assit. Ce n'était pas le protocole. Les serveuses ne s'asseyaient pas avec les clients. Mais à ce stade, elle avait déjà enfreint toutes les règles. Parce qu'il y a 5 ans, je dormais sur un banc public avec ma fille de 2 ans dans les bras. On venait de se faire expulser. J'avais 11 € dans mon portefeuille, et nulle part où aller. Elle parla lentement, fixant ses mains. Un homme est passé. Âgé, cheveux blancs, vêtements modestes. Il s'est arrêté, a regardé ma fille endormie et m'a donné une enveloppe. Il y avait 200 € dedans. Il n'a pas demandé mon nom. Il n'a rien demandé en retour. Il a juste dit « Ça va passer, accrochez-vous ». Et il est parti. Elle leva les yeux et rencontra ceux d'Alexandre. Ces 200 € ont payé 1 semaine d'auberge. Assez de temps pour que je trouve cet emploi ici. Cet emploi m'a donné la stabilité pour louer un petit appartement, pour acheter les médicaments de ma fille, pour reconstruire. Héloïse sourit légèrement, mais il y avait des larmes au coin de ses yeux. Alors, quand je vois quelqu'un qui a besoin de dignité, je me souviens de cet homme, et je fais ce qu'il a fait pour moi. Alexandre sentit quelque chose se briser en lui. Toutes les couches de cynisme, toutes les défenses qu'il avait bâties après la trahison, toutes ces amères certitudes sur la nature humaine, tout se fissura devant cette histoire simple et terriblement réelle. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, bien qu'il le sût déjà. « Héloïse, Héloïse Dumas. Enchantée Héloïse, je suis... » Il hésita. Il faillit dire son vrai nom, faillit tout révéler sur le champ. Mais quelque chose l'en empêcha. Alexandre. Juste Alexandre. « Ah, enchanté, Alexandre. » Elle se leva. « Mangez pendant que c'est chaud, et restez le temps qu'il vous faudra. Je me débrouillerai pour contenir Marc. Vous allez perdre votre emploi à cause de moi. Ce ne sera pas à cause de vous, ce sera à cause de mon choix. » Héloïse ajusta son tablier. «
et je préfère perdre mon emploi que perdre qui je suis. » Elle retourna au comptoir avant qu'il ne puisse répondre. Alexandre mangea lentement, chaque bouchée pesant plus lourd que la précédente. Le sandwich était bon, parfaitement assaisonné, pain moelleux, poulet juteux, mais il avait du mal à le savourer. Il était trop occupé à observer Héloïse. Elle se déplaçait dans la salle avec une efficacité naturelle, servant les tables, souriant à des clients qui ne la verraient probablement jamais autrement que comme un meuble. Elle portait des plateaux lourds, sans se plaindre, nettoyait les éclaboussures au sol, prenait les commandes avec attention. Elle était invisible pour la plupart des gens ici, mais pour Alexandre, à ce moment précis, elle était la personne la plus visible du monde. Il remarqua des choses qu'il n'aurait jamais vues auparavant. La façon dont elle disait toujours « merci » quand les clients laissaient un pourboire, même si ce n'était que quelques pièces. La façon dont elle aidait une jeune serveuse qui avait du mal avec un plateau trop lourd. La façon dont elle ignora un commentaire grossier d'un client ivre et continua simplement à travailler. Héloïse Dumas n'était pas une sainte. Elle était fatiguée. Cela se voyait à ses cernes, à la façon dont elle se massait discrètement le dos quand elle pensait que personne ne regardait. Elle était inquiète. Il vit quand elle vérifia rapidement son téléphone et fronça les sourcils à un message, probablement concernant sa fille. Elle était effrayée. Il le remarqua lorsqu'elle jeta un coup d'œil en direction du bureau de Marc et se mordit la lèvre inférieure. Mais par-dessus tout, elle était authentique, réelle, humaine d'une manière qu'Alexandre avait oublié que les gens pouvaient l'être. Il finit son café et resta assis 20 minutes de plus, observant. Certains clients continuaient de jeter des regards désapprobateurs, d'autres avaient déjà oublié son existence. Le monde continuait de tourner, indifférent. Finalement, lorsque la pluie se calma en une fine bruine, Alexandre se leva. Il plia soigneusement le blouson d'Héloïse et le laissa sur la chaise. Il se dirigea vers le comptoir où elle était en train d'organiser des factures. « Héloïse. » Elle se tourna. « Vous partez ? » ?»« Oui, mais avant... Merci. Vraiment. Vous ne savez pas à quel point cela a compté. Portez-vous bien, d'accord ? Et si vous avez à nouveau besoin d'un endroit pour vous réchauffer, revenez ici. Je trouverai un moyen. » Alexandre hocha la tête, ne se fiant pas à sa propre voix. Il traversa la salle, remarquant que cette fois personne ne l'arrêta, et sortit par la porte principale. Pierre, l'agent de sécurité, le vit sortir et détourna simplement le regard, embarrassé. La rue était mouillée, les reflets néons tremblotaient dans les flaques. Alexandre marcha 3 pâtés de maison avant de s'arrêter sous un auvent et de sortir son portable de sa poche intérieure. Il l'avait bien sûr dissimulé tout du long. Ses mains tremblaient lorsqu'il appela le directeur des ressources humaines de son entreprise. « J'ai besoin d'un rapport complet sur une employée, Héloïse Dumas, serveuse au clair de lune, adresse, historique, famille, tout. » Il raccrocha et resta là, fixant la ville qui lui semblait soudain différente, plus complexe, plus humaine. Ce qu'Alexandre ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas encore savoir, c'est que pendant qu'il était là, à planifier comment récompenser Héloïse, Marc était dans le bureau du bar, en train de passer un appel complètement différent. Un appel qui commençait par les mots « Nous devons finaliser le licenciement d'Héloïse Dumas », à effet immédiat. Et quelque part, entre la gratitude d'Alexandre et la vengeance de Marc, le destin préparait un affrontement qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Héloïse arriva au clair de lune l'après-midi suivante 15 minutes avant son heure, comme elle le faisait toujours. Elle avait mal dormi. Sophie avait eu une crise d'asthme à 3 heures du matin et avait dû utiliser son inhalateur 2 fois. La fillette était maintenant à l'école, mais Héloïse portait l'inquiétude comme un poids physique sur la poitrine. Elle entra par la porte de service, salua l'équipe de cuisine et se dirigea directement vers le vestiaire pour se changer. Elle ajustait son tablier lorsque Carla, une autre serveuse, entra les yeux écarquillés. « Héloïse, Marc veut te parler. Tout de suite. Dans son bureau. » Le ton n'était pas bon. Héloïse sentit son estomac se nouer. « Tu sais de quoi il s'agit ?» Carla secoua juste la tête et s'éloigna rapidement, comme si le simple fait d'être messagère était déjà trop risqué. Héloïse monta les escaliers jusqu'au premier étage où se trouvaient les bureaux administratifs.
Elle frappa à la porte de verre dépolie portant le nom Marc Leroy, gérant, en lettres dorées. « Entrez !» Elle ouvrit la porte. Marc était assis derrière un bureau en acrylique, tapant quelque chose sur son ordinateur. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il laissa Héloïse debout là pendant 10 longues secondes avant de la regarder enfin. Fermez la porte. Héloïse s'exécuta. Elle resta debout. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?»« Non, monsieur. » Marc s'adossa à son fauteuil en cuir, joignant les doigts sur son abdomen. « Hier soir, vous avez désobéi à un ordre direct de ma part. Devant les clients, devant l'équipe. Vous m'avez défié publiquement. J'ai juste... je n'ai pas demandé d'explication. » Sa voix était glaciale. « Vous avez permis à un mendiant de rester dans l'établissement. Vous lui avez servi de la nourriture en utilisant les ressources de l'entreprise et avez créé une situation embarrassante qui aurait pu nuire à notre réputation. Avec tout mon respect, aucun client ne s'est plaint. J'ai vérifié. Vous ne décidez pas ce qui est approprié ici, Héloïse. C'est moi qui décide. » Il ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe marron et la posa sur le bureau. « Vous êtes licencié. À effet immédiat. Voici votre solde de tout compte et votre paiement proportionnel du mois. » Le sol sembla s'évanouir sous les pieds d'Héloïse. « Marc, s'il vous plaît, j'ai besoin de cet emploi. Ma fille, vous auriez dû y penser avant de jouer les héroïnes. » Il poussa l'enveloppe vers elle. « Vous avez 10 minutes pour ramasser vos affaires et partir. Si vous avez besoin de plus de temps, je devrais appeler la sécurité. » Héloïse prit l'enveloppe de main tremblante. « 5 ans. J'ai travaillé ici pendant 5 ans sans une seule absence, sans une seule plainte. Vous ne pouvez pas... » « Je peux, et je viens de le faire. » Marc se remit à regarder son ordinateur. « La porte est derrière vous. » Héloïse sortit du bureau, les jambes flageolantes. Elle descendit les escaliers en s'accrochant à la rampe, entra dans le vestiaire et s'assit sur le banc de bois. L'enveloppe était froissée dans sa main. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Licenciement pour faute grave. Manquement au protocole et insubordination. Les mots dansaient sur la page. Faute grave signifiait pas de droit au chômage, pas de droit à l'intégralité de ses indemnités. Cela signifiait qu'elle n'avait que le salaire proportionnel de 3 semaines, et rien de plus. Carla entra silencieusement et s'assit à côté d'elle. Elle ne dit rien. Elle posa juste sa main sur l'épaule d'Héloïse, tandis que les larmes coulaient enfin. « Il a fait ça parce que j'ai aidé cet homme. Je sais, c'était la bonne chose à faire. Je sais, Héloïse, mais Marc ne se soucie pas de la bonne chose à faire. Il ne se soucie que du pouvoir. » Héloïse s'essuya le visage avec le dos de sa main. Elle se leva, ramassa les quelques affaires qu'elle avait dans son casier, une brosse à cheveux, un déodorant, une photo de Sophie. Elle mit tout dans un sac en plastique. Quand elle sortit par la porte de service pour la dernière fois, il était exactement 3h47 de l'après-midi. Le soleil était encore haut. La ville continuait son rythme, et Héloïse Dumas était sans emploi. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus et s'assit sur le banc de métal chaud. Elle sortit son portable de son sac et ouvrit l'application bancaire. Solde, 312 €. Le loyer était dû dans 10 jours, 750 €. L'inhalateur de Sophie était presque vide, 80 € à la pharmacie, la facture d'électricité, la facture d'eau, le gaz. Les chiffres ne correspondaient pas, même de loin. Elle prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser la panique qui montait en elle. Elle avait son autre emploi, celui du matin au restaurant. Il payait moins, mais elle l'avait toujours. Peut-être pourrait-elle prendre plus de quart, peut-être pourrait-elle trouver un poste dans un autre bar. Peut-être... Le portable vibra. Message de l'école. « Madame Dumas, Sophie a eu une autre crise. Veuillez venir la chercher immédiatement. » Héloïse ferma les yeux. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas encore. Sophie avait besoin qu'elle soit forte. Elle se leva et courut. À l'autre bout de la ville, Alexandre Lefebvre était au siège social de son entreprise lorsqu'il reçut le rapport qu'il avait demandé la veille. C'était un dossier complet. Héloïse Dumas, 32 ans, mère célibataire, 2 emplois, historique financier propre mais tendu, fille asthmatique chronique. Il lut chaque page avec une attention croissante. 5 ans au clair de lune sans un avertissement. Évaluation toujours positive.
Ponctualité exemplaire. Et puis, sur la dernière page, une note enregistrée ce matin par le service RH. Employé Héloïse Dumas, licenciée pour faute grave le 28/11/2025 à 15h40. Motif: insubordination et manquement au protocole. Demande du gérant Marc Leroy. Alexandre lut la phrase 3 fois avant de la comprendre complètement. Elle avait été licenciée, pour l'avoir aidée, pour avoir fait la bonne chose. Il décrocha le téléphone interne et appela le directeur financier. « Je veux un rapport complet sur le gérant Marc Leroy. Tout, dépenses, transactions, approbation d'achat, tout des 3 dernières années. Sur mon bureau dans 2 heures. Monsieur Lefebvre, cela prendra plus de 2 heures. » Il raccrocha. En attendant, Alexandre ouvrit les caméras de sécurité du clair de lune. Le système archivait les enregistrements des 90 derniers jours. Il remonta à la veille, regardant toute la scène sous plusieurs angles. Héloïse lui mettant son blouson, Marc menaçant, Héloïse tenant bon. Ensuite, il avança jusqu'à cet après-midi. Il vit Héloïse entrer dans le bureau de Marc. Il n'y avait pas de son, mais le langage corporel disait tout. Elle sortant 15 minutes plus tard, anéantie. Alexandre sentit quelque chose de noir et furieux grandir en lui. 2 heures plus tard, le directeur financier arriva avec un lourd classeur. Alexandre l'ouvrit et commença à lire. Il lui fallut 40 minutes pour trouver ce qu'il cherchait. Marc Leroy avait approuvé des achats auprès de fournisseurs fictifs. Il avait détourné de l'argent des pourboires qui devaient être partagés avec l'équipe. Il avait surfacturé des rénovations et empoché la différence. Au cours des 3 dernières années, le trou s'élevait à plus de 80 000 €. Alexandre referma le classeur lentement. Préparer une plainte formelle. Et programmer une réunion avec tous les employés du clair de lune pour demain matin. Tous, monsieur. Tous, y compris ceux récemment licenciés. Il prit son portable et appela le numéro figurant dans le dossier d'Héloïse. Il sonna 4 fois. Personne ne répondit. Héloïse était à ce moment-là dans une salle d'urgence pédiatrique, tenant la main de Sophie pendant que la fillette recevait une nébulisation. L'inhalateur n'avait pas suffi. La crise avait été grave. Et lorsque le médecin demanda son assurance maladie, Héloïse dut dire la vérité. « J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. L'assurance a été annulée. » Le médecin la regarda avec un mélange de compassion et de frustration professionnelle. « Les soins d'aujourd'hui sont couverts par la sécurité sociale, pas de problème. Mais elle a besoin d'un suivi. Elle a besoin des médicaments préventifs. Avez-vous les moyens de les payer ?» Héloïse regarda sa fille. 7 ans, cheveux bouclés, grands yeux encore rouges par l'effort de respirer. Héloïse regarda Sophie sur le brancard de l'hôpital et sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Le médecin attendait une réponse. Les infirmières s'affairaient dans le couloir pour d'autres urgences. Le moniteur cardiaque émettait des bips réguliers, et Héloïse devait dire quelque chose. « Je vais trouver un moyen. » Ce n'était pas une réponse. C'était une promesse vide qu'elle se faisait à elle-même parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Le médecin hocha la tête avec cette expression qu'Héloïse connaissait bien, la compassion professionnelle de celui qui voit des dizaines de cas comme celui-ci chaque jour et ne peut rien faire d'autre que suivre le protocole. Il griffonna une ordonnance sur du papier simple et la tendit à Héloïse. « Ce sont les médicaments dont elle a besoin. Le traitement préventif est essentiel. Si elle ne le prend pas, les crises vont s'aggraver. » Une pause. « Et la prochaine fois, il se peut que vous n'ayez pas le temps d'arriver ici. » Les mots furent un coup de poignard. Héloïse plia l'ordonnance et la mit dans son sac. Elle prit Sophie dans ses bras, la fillette était encore faible, somnolente à cause des médicaments, et quitta l'hôpital. Dehors, la nuit était tombée. L'air était plus froid que l'après-midi. Héloïse n'avait pas de blouson. Elle l'avait laissé au clair de lune. Elles prirent le bus. Sophie dormit appuyée sur l'épaule de sa mère pendant tout le trajet. Héloïse regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler. Magasins qui fermaient, restaurants pleins, gens rentrant du travail, gens qui avaient encore un travail. Quand elles arrivèrent à la maison, l'appartement était sombre et froid. Héloïse alluma la lumière du couloir. L'interrupteur du salon ne fonctionnait pas.
L'ampoule était grillée depuis 2 semaines et elle ne l'avait pas encore remplacée. Elle mit Sophie au lit, lui retira ses chaussures, la couvrit avec la mince couverture qu'elles avaient. « Maman ?» Sophie ouvrit les yeux. « Oui, mon amour. Dors. Tu as besoin de te reposer. Tu vas bien ?» Héloïse se força à sourire. « Oui, ça va. Dors. » Sophie referma les yeux. Héloïse resta là, immobile pendant de longues minutes, juste à regarder sa fille respirer. Cette respiration qui parfois faiblissait, qui parfois luttait, qui nécessitait des médicaments chers pour continuer à fonctionner. Elle sortit de la chambre et alla dans la cuisine. Ouvrit le réfrigérateur. 2 bouteilles d'eau à moitié pleines. Un récipient avec du riz vieux de 2 jours. 3 œufs. Un demi-oignon. La facture d'électricité arrivait à échéance et elle avait peur d'ouvrir trop souvent le réfrigérateur et de consommer de l'énergie. Héloïse prit son portable et ouvrit sa liste de contacts. Elle commença à appeler. Carla, du clair de lune, répondit à la 3e sonnerie. « Carla, désolé d'appeler si tard. Tu connais un poste libre quelque part ? N'importe quoi. » « Héloïse, j'ai demandé à tout le monde que je connais. C'est difficile. La plupart des bars ont leur équipe au complet. Et un restaurant, un snack, le nettoyage. Je continue de demander, je te le promets. Mais tu sais comment c'est. Tout le monde demande de l'expérience, des références. Et Marc ne va pas te donner une bonne référence. Je sais. » Héloïse ravala sa gorge nouée. « Merci d'essayer. » Elle raccrocha et appela le contact suivant. Et le suivant. Et le suivant. 6 appels. 3 n'ont même pas répondu. 2 ont dit qu'ils n'avaient rien. Une lui a dit d'essayer le mois prochain. Le mois prochain serait trop tard. Héloïse posa son portable sur la table et ouvrit le vieil ordinateur portable qu'elle avait acheté d'occasion il y a 3 ans. Elle se rendit sur des sites d'emploi. Elle déposa son CV pour 15 postes différents. Serveuse, cuisinière, aide ménagère, téléopératrice, vendeuse, caissière de supermarché. Elle termina à 2 heures du matin. Ses yeux lui brûlaient, son dos lui faisait mal, et elle n'avait aucune garantie que quelqu'un allait l'appeler. Elle alla au placard de la cuisine et ouvrit la petite boîte métallique où elle gardait de l'argent, les pièces et les billets froissés qui restaient des pourboires. Elle compta. 143 €. Ajouté aux 312 de la banque, cela faisait 455 €. Le loyer était de 750. Il restait 10 jours. Même si son autre emploi la payait la semaine prochaine, et elle n'était pas sûre de pouvoir le garder non plus, ça ne suffirait pas. Héloïse prit du papier et un stylo et commença à faire des comptes. Elle écrivit tout ce qu'elle devait payer. Biffa ce qu'elle pouvait reporter. Biffa à nouveau. Refit les calculs. Peu importait comment elle essayait de les organiser. Les chiffres ne concordaient pas. Elle pensa appeler sa mère. Mais sa mère vivait dans une autre région, survivait avec un salaire minimum de retraite et pouvait à peine payer ses propres factures. Elle n'avait personne vers qui se tourner. Héloïse posa sa tête sur la table de la cuisine et pour la première fois de toute la journée, elle se permit de pleurer vraiment, sans se retenir, sans essayer d'être forte. Elle pleura, c'est tout. Lorsque les larmes se tarirent, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que son corps n'en pouvait plus, elle se leva et alla prendre une douche. L'eau était froide. Le chauffe-eau électrique avait grillé la semaine précédente et elle n'avait pas les moyens de le réparer. Mais elle se lava rapidement et enfila la seule chemise de nuit qu'elle possédait. Elle se coucha, mais ne put dormir. Elle fixa le plafond fissuré, écoutant Sophie respirer dans la chambre d'à côté, pensant à toutes les décisions qui l'avaient menée là. Avait-ce été une erreur d'aider cet homme? Non, cela ne pouvait pas l'être. Elle avait fait la bonne chose. Mais pourquoi faire la bonne chose coûtait-il si cher? À 4 heures du matin, Héloïse reprit son portable. Elle ouvrit un site qu'elle avait vu annoncer sur un panneau d'affichage, prêt rapide, sans formalité. Les taux d'intérêt étaient exorbitants, 40% par mois. Elle fit le calcul. Si elle empruntait 1 000 € pour couvrir l'urgence, dans 3 mois, elle devrait plus de 2 000. C'était un piège, elle le savait. Mais quelle était l'alternative? Être expulsée? Voir Sophie faire une autre crise sans pouvoir acheter le médicament?
Héloïse remplit le formulaire en ligne. Nom, numéro de sécurité sociale, adresse, montant demandé. Le curseur clignotait sur le bouton « Envoyer la demande ». Elle resta là, figée, pendant 5 minutes entières, le doigt sur l'écran du portable. La décision qui pouvait détruire l'avenir pour sauver le présent. Avant qu'elle ne puisse appuyer, le portable vibra. Numéro inconnu. 4h20 du matin. Qui appellerait à cette heure-là? Héloïse répondit. Allô? Héloïse Dumas? C'était une voix masculine, formelle, qu'elle ne reconnaissait pas. Oui? Qui est-ce? Mon nom est Rodolphe Pimentel. Je suis le directeur des ressources humaines de Lefebvre Gastronomie. J'appelle au nom de Monsieur Alexandre Lefebvre, le propriétaire de l'entreprise. Il aimerait vous rencontrer personnellement demain, aujourd'hui en fait, à 9h du matin. L'adresse est... Attendez. Héloïse s'assit dans son lit. Alexandre Lefebvre, le propriétaire du Clair de Lune? Exactement. Il a sollicité une réunion urgente avec vous. Le cœur d'Héloïse s'emballa. Allait-il la poursuivre en justice? Exiger quelque chose? Que voulait un milliardaire d'elle à 9h du matin? Je ne comprends pas. Pourquoi? Il ne m'a pas donné de détails, madame. Il m'a juste demandé de m'assurer que vous seriez présente. Puis-je confirmer votre présence? Héloïse regarda le portable dans sa main, le formulaire de prêt toujours ouvert à l'écran, la chambre sombre où dormait sa fille. Elle n'avait rien à perdre, ou peut-être qu'elle avait tout à perdre. Mais à ce moment-là, la différence n'avait plus d'importance. Vous pouvez confirmer. Quand elle raccrocha, le silence de l'appartement était assourdissant. Et pour la première fois depuis que tout s'était écroulé, Héloïse sentit quelque chose qui n'était ni de la peur ni du désespoir. C'était une minuscule question, fragile, presque impossible à croire. Et si... Héloïse laissa Sophie chez la voisine, une dame d'une 60aine d'années qui aidait toujours en cas d'urgence, et prit 2 bus jusqu'au centre-ville. L'adresse que le directeur des RH lui avait donnée était un immeuble de bureaux en verre réfléchissant. 20 étages, avec un hall en marbre et des agents de sécurité à l'entrée. Elle regarda ses vêtements. Le meilleur pantalon qu'elle avait, un chemisier simple mais propre, des chaussures qu'elle avait nettoyées 3 fois la nuit précédente. Pourtant, elle se sentait complètement déplacée. L'agent de sécurité à la réception vérifia son nom sur une liste et lui indiqua l'ascenseur. 20e étage, bureau 2001. Héloïse monta seule. L'ascenseur était à miroir, silencieux, rapide. Elle vit son propre reflet, des cernes profonds, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, les mains tremblantes légèrement. Elle prit une grande inspiration. Quel que soit cet entretien, elle devait garder son calme. Les portes s'ouvrirent sur un large couloir avec un parquet noble. Plaques dorées sur les portes. Lefebvre Gastronomie, siège administratif. Héloïse marcha jusqu'au bout du couloir où une réceptionniste l'attendait. « Héloïse Dumas? Oui? Veuillez me suivre. » Elles traversèrent un espace ouvert avec des dizaines d'employés travaillant sur des ordinateurs, puis un couloir plus étroit jusqu'à une porte de verre dépolie. La réceptionniste frappa 2 fois et ouvrit. « Monsieur Lefebvre, Madame Dumas est arrivée. »« Merci, Béatrice. »« Entrez, Héloïse. » La voix était familière, mais Héloïse ne parvenait pas à identifier d'où. Elle entra. Le bureau était immense, des fenêtres allant du sol au plafond avec vue sur la ville, des étagères de livres, un bureau en verre au centre, et derrière le bureau, un homme en costume gris se leva. Héloïse le reconnut immédiatement, non pas comme Alexandre Lefebvre, l'entrepreneur, mais comme Alexandre, l'homme mouillé qu'elle avait aidé 3 nuits auparavant. Elle s'arrêta au milieu du chemin, comprenant. Ses cheveux étaient coupés, sa barbe rasée. Le costume était impeccable, mais les yeux étaient les mêmes. « Vous !» Le mot sortit comme un murmure. Alexandre contourna le bureau et s'arrêta à 3 mètres d'elle. « Mon nom est Alexandre Lefebvre. Je suis le propriétaire du Clair de Lune et de 11 autres établissements. » Héloïse sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Cette nuit-là, vous faisiez semblant. Je faisais un test.
Une expérience pour voir comment les gens sont réellement quand ils croient que personne d'important ne les regarde. Il marqua une pause. 32 employés m'ont vu cette nuit-là. Agents de sécurité, barman, serveurs, gérants. Savez-vous combien m'ont traité comme un être humain? Héloïse ne put répondre. Une seule. Vous. Et j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu. Marc m'a licencié, pour faute grave. Et maintenant, je n'ai pas les moyens de payer mon loyer. Je ne peux pas acheter les médicaments de ma fille. Je n'ai... Elle s'arrêta, se rendant compte que sa voix se brisait. Alexandre fit 2 pas de plus vers elle. « Je sais, et c'est exactement pour cela que je vous ai demandé de venir. » Il retourna à son bureau, prit un classeur noir et le lui tendit. « Voici ce que j'ai découvert sur Marc Leroy au cours des 48 dernières heures. » Héloïse ouvrit le classeur. Documents, relevés bancaires, factures, tout était surligné en jaune. Détournement de fonds, fournisseurs fictifs, vol de pourboire. Les chiffres sautaient des pages, 83 000 € en 3 ans. C'est un voleur. Alexandre croisa les bras. Et pas seulement. Il a maltraité des employés pendant des années. Il licenciait ceux qui posèrent des questions. Il maintenait les gens trop effrayés pour dénoncer. J'ai engagé des gérants intermédiaires précisément pour ne pas avoir à gérer l'opération quotidienne. Et ce faisant, j'ai créé un système où des gens comme Marc ont pu prospérer en faisant exactement le contraire de ce que mon entreprise était censée représenter. Héloïse ferma lentement le classeur. « Pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que vous méritez de savoir que vous n'avez pas été licencié pour avoir fait quelque chose de mal. Vous avez été licencié pour avoir exposé la pourriture que j'ai laissée se développer sans m'en rendre compte. » Il s'assit sur le bord du bureau. « Et parce que je veux faire 3 choses. Première, licencier Marc publiquement et le remettre aux autorités. Deuxième, changer complètement la façon dont cette entreprise fonctionne. Troisième, vous offrir un emploi. » Un emploi. Héloïse répéta les mots comme si elle en testait le sens. Directrice générale des opérations de tous mes établissements. Salaire de départ de 15 000 €. Assurance maladie complète pour vous et votre fille. Participation aux bénéfices. Il marqua une pause. Ce n'est pas de la charité, Héloïse, c'est de la reconnaissance. Vous avez quelque chose que la plupart des gens qui travaillent pour moi ont perdu en chemin. L'intégrité. Héloïse sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Je n'ai pas la formation pour cela, je suis serveuse. Vous êtes une femme qui a affronté un gérant abusif pour défendre un étranger, qui fait 2 emplois pour s'occuper de sa fille, qui maintient sa dignité quand la vie vous enlève tout. Je peux vous apprendre l'administration, la finance, la gestion, mais le caractère, cela ne s'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et vous l'avez. Alexandre se leva. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bureau, Héloïse se permit de réaliser ce qui se passait. Ce n'était pas un piège, ce n'était pas une humiliation, c'était réel. Quand ? Demain, il y a une réunion au clair de lune, 9 h du matin. Tous les employés y seront, y compris Marc, qui ne sait pas encore qu'il est licencié. Alexandre prit une autre enveloppe sur le bureau. « Je veux que vous soyez là, à mes côtés, parce que ce que je vais faire demain, ce n'est pas seulement licencier un employé corrompu, c'est envoyer un message à toute l'entreprise. L'ère où l'on traite les gens comme des jetables est terminée. » Héloïse prit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail, 15 pages, tout détaillé. Salaire, avantages, responsabilité. Elle lut la première page 2 fois avant de croire que c'était vrai. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, le regardant enfin directement. « Vraiment ? Pourquoi moi ?» Alexandre resta silencieux un instant. Quand il parla, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Non pas l'entrepreneur calculateur, mais l'homme qui avait été assis seul et mouillé dans un coin sombre. « Parce que vous m'avez rappelé que la bonté existe dans le monde. Parce que lorsque j'avais complètement perdu foi en l'humanité, vous m'avez tendu la main sans rien attendre en retour. Et parce que j'ai construit un empire, mais j'étais en train de devenir exactement le genre de personne que je mépriserais si je la croisais dans la rue. » Il sourit légèrement, mais il y avait de la tristesse. « Vous m'avez sauvé, Héloïse, plus que vous ne l'imaginez.
Héloïse plia le contrat et le remit dans l'enveloppe. « J'ai besoin de réfléchir. »« Bien sûr. Mais demain matin, 9 heures, j'aimerais que vous soyez là. Même si vous décidez de refuser l'offre après, je veux que vous voyiez Marc payer pour ce qu'il a fait. » Héloïse acquiesça. Ils restèrent là quelques secondes de plus. Deux personnes de mondes complètement différents, connectées par une seule nuit pluvieuse et un simple choix de faire ce qui était juste. Quand elle quitta l'immeuble, le soleil était haut. La ville fourmillait d'activité. Héloïse ouvrit l'enveloppe à nouveau, relut le montant du salaire, calcula mentalement, loyer payé, médicaments achetés, nourriture sur la table, stabilité. Elle prit son portable et appela la voisine. « Madame Thérèse, Sophie va bien ?»« Oui, ma chérie. Elle a bien déjeuné. Tu veux lui parler ?»« Plus tard. Je voulais juste dire que tout va bien. Tout va s'arranger. » Quand elle raccrocha, Héloïse laissa finalement couler les larmes. Mais pour la première fois depuis des semaines, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle avait oublié pouvoir ressentir, l'espoir. Et le lendemain, à 9 heures du matin, lorsque les portes du clair de lune s'ouvriraient et que tous les employés seraient réunis dans la salle, Marc Leroy découvrirait que la femme qu'il avait licenciée était de retour, non pas comme victime, mais comme celle qui allait tout changer. À 8h55 du matin, Héloïse se tenait de l'autre côté de la rue, regardant la façade du clair de lune. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. Elle n'en avait pas de meilleurs. Ses mains transpiraient. Son cœur battait de manière irrégulière. À travers les vitres, elle voyait du mouvement à l'intérieur. Des gens arrivaient, des employés confus, ne comprenant pas pourquoi ils avaient été convoqués un jeudi matin. Elle traversa la rue. Pierre, l'agent de sécurité, était à la porte. Quand il la vit, il détourna le regard, embarrassé. Héloïse entra sans rien dire. La salle était différente. Les tables avaient été poussées sur les côtés. Des chaises étaient disposées en rangées, comme pour une conférence. Il y avait déjà une trentaine de personnes là, serveurs, barman, cuisiniers, agents de nettoyage. Tous chuchotaient, spéculant. Carla vit Héloïse et se leva immédiatement. « Héloïse, tu es venue. Je ne savais pas si... Je devais être là. » Héloïse serra la main de son amie. « Tu sais de quoi il s'agit ?» Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Alexandre Lefebvre entra dans la salle. Il n'était pas seul. 3 hommes en costume l'accompagnaient, des avocats, présumait-elle, et derrière eux, une femme avec une caméra professionnelle. Le silence fut instantané. Alexandre marcha jusqu'à l'avant de la salle. Son visage était un masque de maîtrise absolue. « Bonjour à tous. Merci d'être venus. Je sais que c'était une convocation inhabituelle, mais ce que nous devons aborder aujourd'hui ne pouvait pas attendre. » Marc était assis au 3e rang, les bras croisés, l'air irrité. « Monsieur Lefebvre, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas été informé de cette réunion. En tant que gérant, je devrais... » « Vous feriez mieux de vous taire pendant les 15 prochaines minutes, Marc. » La voix d'Alexandre était glaciale. « Après cela, vous aurez tout le droit de parler, si vous en avez toujours envie. » Marc ferma la bouche, mais ses yeux brillaient d'une fureur mal contenue. Alexandre fit un geste, et un des avocats connecta un ordinateur portable au projecteur. L'écran blanc sur le mur s'éclaira. « Au cours des 3 dernières années, commença Alexandre, cette unité du clair de lune a enregistré des bénéfices constants, de bonnes critiques sur Google, des clients satisfaits. Tout semblait fonctionner parfaitement. » Il fit une pause. « Mais les apparences sont trompeuses. » La première image apparut à l'écran. Un relevé bancaire, des lignes surlignées en jaune. Ceci est un virement de 12 000 € effectué à une société de fourniture de boissons appelée Distribution Premium SARL. Quelqu'un ici a-t-il entendu parler de cette entreprise? Silence. Personne? Intéressant. Parce que selon les registres, vous leur avez acheté des marchandises pendant 18 mois. Alexandre fit avancer la diapositive. Voici le problème. Cette entreprise n'existe pas. C'est un compte fantôme. Et savez-vous où allait l'argent? Une autre image, un compte bancaire, le nom en haut, Marc Leroy. La salle explosa en murmures. Marc se leva de sa chaise.
C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre en justice. Asseyez-vous. La voix d'Alexandre n'augmenta pas en volume, mais elle avait le poids d'un ordre. J'ai dit que vous voudriez tout entendre avant de parler. Marc resta debout pendant 3 secondes de plus, puis s'assit lentement, le visage blême. Alexandre continua. Fournisseur fantôme. Surfacturation de rénovation. Et ceci, il passa à la diapositive suivante. Saviez-vous que chaque barman et serveur qui travaille ici a le droit légal de recevoir les pourboires laissés par les clients? Bien sûr que vous le savez, c'est la loi. Mais saviez-vous également qu'au cours des 2 dernières années, 53% des pourboires en espèces laissés dans cet établissement ne sont jamais parvenus aux employés? Plus de murmures. Certains employés se regardèrent, incrédules. Marc avait un système simple. Il collectait l'argent des pourboires à la fin de chaque soirée, affirmant qu'il ferait la répartition équitable le lendemain. Mais la répartition équitable comportait toujours un pourcentage détourné. Alexandre croisa les bras. Au total, 83 000 € en 3 ans. Mensonge! Marc se leva à nouveau, cette fois la voix aiguë. Vous n'avez aucune preuve de cela. J'ai tous les registres. Vous avez de faux registres. Un des avocats prit la parole pour la première fois, tendant un classeur à Alexandre. Nous avons les vrais registres, obtenus auprès du comptable que vous aviez engagé pour maquiller les livres. Il a tout avoué dans une déposition enregistrée hier soir, en échange d'une immunité. La couleur quitta complètement le visage de Marc. Alexandre ouvrit le classeur et sortit une série de documents. Mais le vol n'a pas été votre seul crime, Marc. Nous avons également ici... Il commença à lire. 12 cas documentés de harcèlement moral, des employés que vous avez humiliés publiquement, des menaces de licenciement pour des raisons personnelles, discrimination raciale. Oui, nous avons les enregistrements des caméras de sécurité avec l'audio. Il leva les yeux. Et 3 cas de harcèlement sexuel qui n'ont jamais été signalés formellement parce que les victimes avaient peur de perdre leur emploi. Une des serveuses commença à pleurer silencieusement. Une autre posa sa main sur la sienne. Donc, Alexandre ferma le classeur, vous êtes licencié, à effet immédiat. Mes avocats ont déjà engagé des poursuites pénales. Vous répondrez d'abus de confiance, de falsification de documents, de harcèlement et d'autres crimes qu'ils vous détailleront dans les prochains jours. Marc tremblait. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai travaillé ici 7 ans. J'ai construit cette opération, sans moi. Mais sans vous, cet endroit sera enfin ce qu'il aurait toujours dû être, un environnement de travail digne. Alexandre fit un geste à Pierre. S'il vous plaît, raccompagnez Monsieur le Roi à la sortie. Il a 5 minutes pour récupérer ses effets personnels du bureau, sous surveillance. Pierre traversa la salle. Marc recula, mais n'avait nulle part où aller. Il regarda autour de lui, cherchant des alliés, mais tous les visages le fixaient avec un mélange de choc, de colère et de satisfaction. Quand Pierre l'escorta dehors, personne ne dit un mot. Alexandre attendit que la porte se ferme. Puis il respira profondément. « Je vous dois des excuses. Lorsque j'ai construit cette entreprise, je croyais qu'engager de bons gérants et leur donner de l'autonomie suffisait. J'avais tort. L'autonomie sans surveillance a créé un espace pour les abus. Et des gens comme Marc ont prospéré pendant que beaucoup d'entre vous souffraient en silence. » Il marcha jusqu'au centre de la salle. « À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Premièrement, tous les pourboires détournés au cours des 3 dernières années seront calculés et remboursés. Chacun de vous recevra ce à quoi il avait droit. Deuxièmement, je mets en place un canal de dénonciation anonyme géré par une entreprise externe. Tout abus, toute irrégularité sera enquêté. Troisièmement, il s'arrêta et regarda directement Héloïse. Troisièmement, vous aurez une nouvelle direction. Quelqu'un qui n'est pas ici grâce à des relations ou parce qu'il est doué pour manipuler les chiffres, mais parce qu'il a démontré quelque chose que l'argent n'achète pas, le caractère. Alexandre tendit la main dans sa direction. « Héloïse Dumas, voulez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Héloïse sentit toutes les têtes se tourner vers elle. Carla lui pressa l'épaule pour l'encourager. Elle se leva, les jambes tremblantes, et marcha jusqu'à l'avant. Alexandre se tourna vers les employés. « Beaucoup d'entre vous connaissent Héloïse.
Elle a travaillé ici pendant 5 ans. Il y a 3 jours, elle a été licenciée par Marc parce qu'elle a refusé de traiter un être humain comme une ordure. Il marqua une pause. Elle a perdu son emploi pour avoir fait la bonne chose. Et c'est exactement pourquoi elle est la bonne personne pour diriger. Il tendit un document à Héloïse. Héloïse Dumas est désormais la directrice générale des opérations de tous mes établissements. Elle ne rend compte qu'à moi. Et sa première mission est de s'assurer que ce qui s'est passé ici ne se reproduise plus jamais nulle part où mon nom est présent. La salle resta silencieuse pendant 3 secondes complètes. Puis Carla commença à applaudir. Un par un, les autres employés se joignirent à elle. L'applaudissement grandit jusqu'à remplir tout l'espace. Héloïse regarda ces visages, des collègues devenus une famille, des personnes qui avaient survécu ensemble sous la tyrannie de Marc. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle laissa un sourire sincère illuminer son visage. Alexandre se pencha légèrement et murmura « Bienvenue de retour ». Et quand Héloïse prit sa place à ses côtés, non plus comme employée invisible mais comme leader, quelque chose de fondamental changea dans cette salle. Justice avait été rendue. Non pas la justice des tribunaux, celle-là viendrait plus tard, mais la justice morale, la seule qui transforme vraiment, la reconnaissance que la dignité n'est pas un privilège, c'est un droit. 6 mois plus tard, Héloïse arriva au clair de lune, à 7 heures du matin, comme elle le faisait tous les jours. Mais elle n'entrait plus par la porte de service. Elle entrait par l'entrée principale, saluait Pierre, qui lui souriait toujours sincèrement en la voyant, et montait directement au bureau qui appartenait autrefois à Marc. L'espace avait été complètement transformé. Les murs, autrefois décorés de photos de Marc serrant des mains importantes, affichaient désormais des cadres avec les valeurs de l'entreprise. Respect, dignité, transparence. Et au centre, une photo prise le jour de la réunion. Tous les employés rassemblés, souriants. Héloïse ouvrit son ordinateur portable et examina le rapport mensuel. Les bénéfices étaient en hausse de 17% par rapport à la période précédente. Le taux de rotation du personnel était tombé à presque 0. Les critiques en ligne étaient passées de 4,2 à 4,8 étoiles. Mais les chiffres qui comptaient le plus pour elle se trouvaient dans une autre feuille de calcul. Au cours des 6 derniers mois, elle avait mis en œuvre le programme Deuxième Chance dans les 12 établissements du réseau. 5 personnes sans abri avaient été embauchées. 14 ex-détenus qui luttaient pour se réinsérer avaient trouvé des opportunités. 23 mères célibataires comme elle avaient bénéficié d'horaires flexibles pour s'occuper de leurs enfants. Le portable vibra. Message de Sophie. « Maman, j'ai réussi mon examen de maths, j'ai eu 9. » Héloïse sourit et répondit « Je savais que tu y arriverais, mon amour. Je viens te chercher à 17 heures aujourd'hui. On va fêter ça avec une glace. » La porte s'ouvrit. Alexandre entra avec 2 tasses de café. « Bonjour, j'ai apporté du renfort. » « Merci. » Héloïse prit une des tasses. Ils avaient développé ce rituel. Des réunions matinales informelles pour discuter de l'opération. Toujours avec du café. Alexandre s'assit sur la chaise de l'autre côté du bureau. « J'ai vu le rapport préliminaire, 17% d'augmentation. Les gens travaillent mieux quand on les traite comme des êtres humains. Qui l'aurait cru ?» Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix. « Vous aviez raison depuis le début. J'ai construit un empire, mais vous m'avez appris quoi en faire. Nous avons construit ensemble. Vous avez eu le courage de changer. » Un silence confortable s'installa. Après 6 mois, ils avaient développé un partenariat qui fonctionnait précisément parce qu'il était basé sur le respect mutuel et non sur la hiérarchie. « Héloïse, » commença Alexandre, « je voulais vous montrer quelque chose. » Il ouvrit un classeur et en sortit des documents. Héloïse reconnut la paperasse légale. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je suis en train de créer une fondation. Fondation Dignité. L'objectif est d'offrir du microcrédit sans intérêt aux personnes vulnérables, de la formation professionnelle et un programme de mentorat. » Il poussa les papiers vers elle. « Et je veux que vous soyez la présidente du conseil d'administration. » Héloïse regarda les documents, puis lui. « Alexandre,
Vous avez transformé 12 bars en 6 mois. Imaginez ce que vous pouvez faire avec de vraies ressources axées sur l'aide aux personnes comme vous l'avez été. Il se pencha en avant. Cette nuit pluvieuse m'a sauvé, Héloïse. Maintenant, je veux qu'on sauve d'autres personnes. Elle sentit les larmes monter, mais cette fois, elle ne les retint pas. Oui, j'accepte. À 5 heures de l'après-midi, Héloïse se gara devant l'école de Sophie. La fillette sortit en courant, sac à dos sur le dos, un immense sourire au visage. « Maman! Maman! Regarde !» Elle agita un papier avec un grand 9 dessiné en rouge. Héloïse la serra fort. « Je suis si fière de toi. » Là, sur le chemin de la glacerie, Sophie parla sans arrêt de l'examen, de l'enseignante, de la nouvelle amie qu'elle s'était faite. Héloïse conduisait et écoutait, le cœur si rempli qu'il semblait prêt à éclater. Lorsqu'elles furent assises à une petite table en plastique, les glaces fondant lentement sous le soleil de l'après-midi, Sophie demanda « Maman, tu es heureuse maintenant ?» Héloïse s'arrêta, la cuillère en l'air. « Pourquoi me demandes-tu ça ? Parce qu'avant tu avais toujours l'air fatigué, triste, mais maintenant tu souris plus. » Héloïse posa la cuillère et prit les petites mains de sa fille. « Tu sais ce que j'ai appris, Sophie ? Que faire la bonne chose, même quand c'est difficile, même quand on a l'impression que ça va tout coûter. À la fin, ça en vaut toujours la peine. Comme aider cet homme au bar ? Exactement comme aider cet homme au bar. » Sophie réfléchit un instant, léchant sa glace. « Alors, si on fait toujours la bonne chose, de bonnes choses arrivent. Pas toujours immédiatement. Parfois, ça prend du temps. Parfois, on souffre d'abord. Mais à la fin, Héloïse regarda autour. La simple glacerie, la rue animée, les gens menant leur vie, chacun portant ses propres batailles invisibles. À la fin, ce que l'on choisit d'être est plus important que ce que l'on possède. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Héloïse resta debout à la fenêtre de l'appartement, non plus le minuscule 2 pièces, mais un 3 pièces dans un meilleur quartier, avec un parc pour Sophie et une pharmacie au coin de la rue. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Le licenciement qui semblait être la fin du monde, le désespoir, le sentiment que rien n'allait jamais marcher, et puis le revirement improbable. Mais ce n'était pas de la chance, c'était un choix. Le choix de tendre la main à un étranger quand il aurait été plus facile de tourner le dos. Le choix d'Alexandre de reconnaître son propre échec et de changer. Le choix, chaque jour, de préférer l'humanité à la commodité. Son portable s'alluma avec une notification. Message du groupe d'employés du Clair de Lune. Carla avait partagé une photo. Toute l'équipe réunie ce soir-là, à la fin du service, souriante. La légende disait « Les 6 meilleurs mois de ma vie à travailler ici. Merci Héloïse de nous montrer qu'on mérite le respect. » Héloïse éteignit son portable et appuya sa tête contre le froid de la vitre. Dehors, la ville brillait de millions de lumières, des millions de vies, des millions d'histoires comme la sienne, des gens qui se battent, qui tombent, qui se relèvent, qui choisissent. Et elle réalisa quelque chose de fondamental. La transformation ne se produit pas par de grands gestes héroïques. Elle se produit par des choix petits, quotidiens, silencieux, dans la décision de voir le mendiant comme une personne, dans le courage d'admettre une erreur, dans la fermeté de maintenir sa dignité quand tout vous pousse à y renoncer. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les richesses qui nous définissent, ni les titres, ni le pouvoir. Ce sont les moments où nous choisissons notre humanité, surtout quand personne ne regarde, surtout quand cela coûte cher, surtout quand il serait plus facile de faire le contraire. Et ce choix, ce seul choix d'être humain quand le monde vous demande d'être opportuniste, est la seule chose qu'aucune crise, aucun licenciement, aucune tempête ne peut vous enlever. C'est la seule chose qui compte vraiment.